Ils sont érythréens, irakiens, afghans. Ce mardi 8 février, plus de 150 personnes attendent l'ouverture de la porte arrière du petit château. Ce matin, c'est la directrice Isabelle Pluma qui supervise l'entrée au centre d'arrivée. Ok. Ça va. Ok, perfect. Ok, dankjewel. Donc c'est juste pour une structure d'accueil. Ils ont déjà fait tous la demande d'asile, donc on va les prendre pour un faux. Oui, Clémentine est au courant. Pour revenir dans 1 heure ou dans 2 heures. On fait d'abord rentrer les personnes vulnérables, c'est-à-dire les mineurs étrangers non accompagnés et les familles. Et les personnes qui ont une difficulté de santé particulière, qui sont en chaise roulante, etc. Et donc on a organisé devant la porte des files par catégorie, sorry de le dire comme ça, de personnes. Et donc il y a une file avec les mineurs étrangers non accompagnés, une file ici avec toutes les familles et les personnes qui ont un problème de santé. Et puis là derrière moi, vous voyez, ça c'est la file des hommes isolés. Qui vont rentrer en dernier. Et donc c'est par d'abord les plus vulnérables et puis ensuite en dernier lieu les hommes isolés. Quand il y a plus de monde et quand il n'y a pas assez quand on n'a pas assez de place, il y a plus de tension. Hier on était un petit peu en dessous on était à 200 personnes. Donc c'était un peu plus tendu. Sur le coup de 8h30, les portes s'ouvrent enfin. Un premier soulagement se fait alors ressentir autour de nous. Dans un premier temps, 30 personnes sont autorisées à rentrer. Depuis le Covid, l'accueil se fait par bulles. Toutes les heures, les grandes portes noires se rouvriront pour laisser passer une nouvelle bulle. Dernière ouverture, ça sera à 13h30. Yes, come with me. I will explain to you. Because of Covid, you have to come back in 1 hour. Same place, today. You understand? En moyenne, entre 100 et 200 personnes patientent tous les jours devant le petit château. Parmi elles, des candidats pour obtenir l'asile chez nous, d'autres sont présents pour recueillir des informations diverses sur l'accueil. Les demandeurs d'asile sont eux sur le point d'entamer un long chemin. Premier arrêt, l'Office des étrangers. On fait un premier check. Le premier check, c'est de savoir quelle est la nationalité, quelle est la langue parlée du demandeur. Et en fonction de sa langue, on donne une brochure qui explique toutes les procédures dans la langue de la personne. Une fois que l'intéressé a reçu son document, donc si c'est quelqu'un qui parle français, il reçoit un document français avec toutes ses explications. Et ensuite, tout simplement, on a différents guichets avec des interprètes qui parlent différentes langues. Et donc la personne reçoit un petit papier en fonction de sa langue ou de sa nationalité. Les demandeurs d'asile peuvent à présent entamer leur procédure de demande de protection internationale. Des employés de l'Office des étrangers, accompagnés d'interprètes, enregistrent nom, prénom ou encore date de naissance du demandeur d'asile. Ils vont créer leur papier d'identité, ce qu'on appelle l'annexe 26. C'est très connu de tous les services de police y compris. Donc avec ce document, ils sont simplement légaux en Belgique, le temps de la procédure. L'Office des étrangers invite ensuite les demandeurs à donner leurs empreintes. Elles seront insérées dans la base de données de l'Office pour vérifier l'identité du demandeur. Ces empreintes détermineront aussi si il ou elle a déjà introduit une demande en Belgique ou dans un autre pays de l'Union européenne. À ce stade de la procédure, les demandeurs d'asile sont toujours dans l'incertitude sur leur sort. Ils n'en ont pas fini de leur parcours. Leur dossier va être transféré à FEDASIL, l'agence fédérale en charge de l'accueil de ces demandeurs. D'abord, il y a une visite médicale et puis on vous expliquera le centre. Ça va? Alicia s'occupe de cette famille arménienne. Ils souhaitent être dirigés vers un centre proche de Saint-Nicolas. Elle essaye alors de satisfaire les besoins des demandeurs de protection, mais ce n'est parfois pas possible. Dans la mesure du possible, on essaye de trouver un centre adapté à leurs besoins, mais ce n'est pas toujours possible pour le moment, malheureusement. Donc voilà, souvent c'est la place la mieux adaptée, mais peut-être pas la meilleure qui pourrait exister. On est fort en manque de place pour le moment. You have to take off the clothes like this. Jacket, t-shirt and the bra. You have to take off. Okay? Please, you can go here and Mister, you can go just here. Okay? On fait une radio de thorax à toutes les personnes à partir de 5 ans, sauf les femmes enceintes, qui vont avoir une intradermo plus tard dans les centres. Donc c'est pour la détection de la tuberculose. Donc une fois qu'ils ont terminé la radio, ils viennent ici dans les bureaux de screening infirmiers. Ils vont recevoir des vaccins. Donc on a 3 types de vaccins différents. On a le vaccin contre la polio,
le vaccin rougeole, rubéole, oreillon et le vaccin diphtérie, tétanos, coqueluche. Donc ça dépend un peu du pays d'origine et de l'âge de la personne. Ensuite, ils vont avoir un petit screening qui est fait par les infirmiers, donc pour voir s'ils ont des problèmes de santé, s'ils ont des plaies, s'ils prennent des médicaments. Alors on fait les premiers soins si c'est nécessaire. On travaille également avec un médecin, donc pour les cas un peu plus importants, on les réfère en consultation chez le médecin. Et ensuite, on collabore beaucoup avec les centres où il y a aussi des services médicaux. Donc toutes les infos que nous on a eues, on les transfère vers les centres qui prennent après le relais pour le suivi à plus long terme. Ça arrive de temps en temps qu'on ait des refus, mais en général, quand on explique bien le pourquoi, on prend des interprètes et tout, ça se passe bien dans la plupart des cas. Pour les données médicales, les gens sont plutôt OK de nous donner les infos parce qu'ils comprennent bien que c'est aussi, que c'est pour eux en fait, pour leur trouver vraiment le centre adapté. Donc on n'a vraiment pas de souci par rapport à ça. Family Zakarian? Hello! Welcome, you can come with me please. Les demandeurs d'asile sont après envoyés en zone orange, la dernière étape du chemin démarré quelques heures plus tôt. À quelques mètres de là, Delphine passe des coups de fil pour savoir combien de places sont disponibles et dans quel centre. Aujourd'hui, elle prend en charge les demandeurs qui ont obtenu une place dans un centre d'hébergement. Tous les jours, on reçoit une liste avec les places disponibles dans le réseau pour la première phase. Donc ça inclut ici le Petit Château, mais aussi des centres backup comme Evere et Dubruck. Et donc en fait, ces demandeurs d'asile, qu'on ne peut pas mettre ici par exemple le Petit Château, vont pouvoir être désignés dans un autre centre de première phase comme Dubruck ou Evere. Et donc ça, c'est par exemple la liste du jour des places disponibles qui est assez restreinte et c'est pour ça que notamment on essaye au maximum d'envoyer en désignation directe comme on va le voir ici avec la famille parce qu'il n'y a pas la place ici. Oui, bonjour madame, je suis Delphine de Fédasile Petit Château. Oui, bonjour. Donc voilà, j'ai avec moi une famille de 4 personnes, un couple et 2 enfants. Et en fait, on va devoir leur expliquer les documents avec lesquels ils vont repartir et la désignation dans le centre dans lequel ils vont aller aujourd'hui, à Etterbeek. Ça va? Là, vous êtes sur haut-parleur, ils vous écoutent. Vous pouvez aussi leur dire que s'ils sont perdus, s'ils hésitent, qu'ils n'hésitent pas à montrer le plan aux gens dans la rue qui pourront leur indiquer aussi le chemin et peut-être qu'ils ont aussi un téléphone avec GPS, à Google Maps. D'accord. Surtout, il y a fleuriste juste en face du métro. Oui. Oui. Ici, c'est la dernière étape. Une fois que le demandeur d'asile a reçu son annexe, on est divisé en 2 salles. Donc en fait, ici, vous êtes dans la salle des centres. Donc c'est les gens qui sont en première demande d'asile et qui ont le droit à l'accueil. Et dans l'autre salle, c'est ce qu'on appelle les no-show. C'est des gens qui peuvent être aussi en première demande d'asile mais qui ont déjà une adresse, donc qui n'ont pas besoin d'accueil dans un centre. Ou bien des gens qui sont en demande multiple mais qui ne peuvent pas avoir droit à l'accueil et auquel cas on leur explique ce à quoi ils ont droit. Donc l'aide médicale, on leur donne des adresses d'associations, d'avocats, ce genre de choses. Ce parcours, Oumou et Moussa l'ont aussi vécu. Ils vivent au Petit Château depuis quelques temps maintenant et tous deux n'ont pas la même expérience de leur arrivée. C'était un peu difficile, c'est décourageant. Quand j'ai vu du monde, j'étais un peu déçue, mais je n'ai pas d'autre solution. Et je suis sur ma 3e demande d'asile. Et c'est très difficile à vivre ici avec certaines personnes et c'est très dur, franchement. Les gens ils m'ont bien accueilli, ils m'ont orienté, ils m'ont donné ma chambre. Et je me suis reposé, on est venu ici vers 14h, je suis rentré ici vers 14h. Je me suis bien reposé. C'est après sortir, j'ai vu, il y avait tellement de monde ici. Il y avait tellement de nationalités, il y avait des Ivoiriens, des Somaliens, il y avait des Afghans, tout le monde. Il y a tout le monde qui sont là. Au sein du centre, le temps peut sembler long pour les demandeurs de protection. Ici, les journées s'organisent entre les repas, les rendez-vous médicaux et les activités récréatives et sorties à l'extérieur du Petit Château.
Quand les personnes arrivent, en général, elles sont très stressées, elles ne comprennent pas bien la procédure. Donc au centre d'arrivée, on va leur permettre de se poser pour la première fois, d'avoir des interlocuteurs qui peuvent leur expliquer les différents volets importants pour elles. Et puis, elles vont pouvoir continuer leur procédure de manière plus sereine. Est-ce qu'il y a des personnes, des demandeurs d'asile qui vous ont dit qu'ils connaissaient déjà un petit peu à quoi ressemblait le petit château? C'est un lieu assez emblématique de Bruxelles, évidemment. Donc très souvent, même quand ils ne sont pas francophones ou néerlandophones, ils utilisent le mot petit château ou klein kasteeltje et ils ont déjà peut-être vu sur des photos notre décor ici. Mais sinon, pour beaucoup, c'est encore assez flou. Kevin est un ancien demandeur d'asile. Il est devenu accompagnateur au petit château. J'avais envie déjà de me rendre utile, c'est le sentiment de vouloir se rendre utile, de pouvoir contribuer, parce que je me sens déjà proche des résidents et aussi de ceux qui m'ont aidé. Je trouve que c'est un travail formidable. Kevin nous fait découvrir le bloc où vivent les hommes isolés. Le centre d'arrivée du petit château a une capacité d'accueil de 600 places structurelles et 200 places supplémentaires activables en cas d'urgence. Le jour de notre venue, 629 places étaient occupées, alors avoir un peu d'intimité est compliqué. On peut avoir jusqu'à 10 personnes dans une même chambre. Ils ont des petites chambrettes dans chaque chambre. Ça, par exemple, c'est une première chambrette. Okay? Ça, c'est un L, donc il y a une personne à l'intérieur. Dans chaque chambrette, il y a une personne. La grande chambre, ça, toute cette chambre, la grande, c'est 113. Mais dans chaque chambrette, il y a une personne, une personne, une personne. Ces conditions de logement sont toutefois temporaires. C'est un lieu de vie transitoire. En 2021, la durée de séjour au petit château était en moyenne de 10 jours. Et certains demandeurs d'asile l'affirment, ils se sont sentis ici en sécurité. C'est le cas de Sedana et sa famille originaire d'Afghanistan. Life good because everything, food, everything, doctor, medical is very easy. Everybody want this one. Mardi 8 février, c'était l'heure de plier bagages, direction un nouveau centre où ils devront patienter jusqu'à, ils l'espèrent, une réponse favorable à leur demande de protection.